Amis téléspectateurs de Royal TV Bénin, bonjour. 1er août 1960, 1er août 2022, 62 ans que le Bénin a accédé à l'accession à l'indépendance. Et pour en parler, nous sommes avec l'ancien maire de la commune d'Apromissérité, ancien député de la 7e législature, artiste, compositeur, chanteur. Vous vous en doutez certainement. Il s'agit de l'honorable maire Michel Minapon Baoum. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons parler des 62 ans d'indépendance du Bénin. Sans doute, nous allons aussi parcourir l'actualité d'ici et d'ailleurs, sans doute. Alors, dites-nous, 62 ans après l'indépendance, qu'est-ce qui a changé? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, moi, je suis des indépendances. Donc, ça veut vous dire que moi, on est né vers les années 1960. Donc, ça veut vous dire que j'ai vécu de 1960 à 2022. Donc, je peux bien sûr dire une partie de l'histoire, puisque déjà en 1965, j'ai commencé les écoles, j'étais au CI. Ah, ça c'est donc, vous aviez... voilà, c'est vous dire qu'au moins au CM2, on recevait déjà des leçons sur notre pays, post-indépendance, et puis après l'indépendance, ce qui se passait, je crois déjà à 6 ans, vous savez qu'on peut garder souvenir d'enfance. Absolument. Donc, effectivement, 1960, le 1er août, c'est pour vous dire qu'avant le 1er août, notre pays était administré par la France. Donc, nous étions une des colonies françaises. Donc, il y avait des gouverneurs qui, bien sûr, administraient notre pays. Et c'est le 1er août 1960 que notre pays a accédé à son indépendance. C'est le 1er août 1960 que la France a donné l'indépendance à notre pays, bien sûr, avec feu président Hubert Maga, Koutoukou Maga, qui est devenu président de la République du Dahomey. Donc notre pays s'appelait Dahomey et c'est au cours, bien sûr, et au cours de notre parcours politique que le Dahomey est devenu la République populaire du Bénin et encore après la République du Bénin. Donc, c'est vous dire que nous avons eu l'indépendance le 1er août 1960 et que c'était le président Hubert Koutoukou Maga qui a proclamé cette indépendance-là. Donc, je crois que voilà, notre marche maintenant vers une république a commencé en août 1960. Et voilà comment on est devenu. On a commencé. Aujourd'hui, 62 ans, nous avons fait du chemin. Est-ce que des choses ont évolué? Est-ce que le Bénin a évolué sur le plan politique, par exemple? Bon, vous savez, de 1960 à 1972, et le pays connaissait plusieurs coups d'État. Le pays a connu, je dis, plusieurs coups d'État. Ça voudrait dire que les militaires n'avaient pas donné la main aux civils pour diriger ce pays. Donc, je crois que quand nous on était au CM2, dans l'histoire, ou même déjà au CM2, nous constatons déjà ce qui se passait. Puis là, il faut voir 12 ans à 12 ans, quand même, on attend et on suit ce qui se passe. Donc,
il y avait tellement de coups d'État. Nous avons des militaires comme Soglo, qui est devenu Christophe Soglo, qui est devenu enfin général. Nous avons les jeunes cadres de l'armée qui ne donnaient pas du temps aux civils de gouverner, ou bien des civils qui ne donnaient pas du temps à leurs prochains de gouverner. Il y avait la querelle un peu partout. Il y avait le régionalisme, le racisme, tout et tout que les gens mélangeaient à la politique dans notre pays, d'où les cadres de l'armée, je veux pas citer Émile Paul de Souza, les Kouandeté, comment on appelle Alphonse Allé, donc bien d'autres. Il y a bien d'autres qui vraiment les gens leur faisaient appel pour qu'il y ait coup d'État. Et c'est comme ça que notre pays était désigné par la France comme enfant malade de l'Afrique. Donc, c'est vous dire de 60 à 1972, durant 12 ans, c'était un pays de théâtre de coups d'État. Nous allons dire que durant cette période, les gens n'ont pas pu mieux travailler, mieux faire fonctionner la République pour le développement harmonieux de notre pays. Mais nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont rien fait, puisque au moins le palais de la République s'était déjà construit, le CNHU s'était déjà construit au temps de Koutoukou Maga, qui a fait à peine 3 ans, je crois, au pouvoir, et il a été chassé par des soulèvements. Après, Akpiti n'a pas pu faire finir, non? Donc, lui aussi est parti, ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que notre pays n'a pas brillé durant 12 ans. Et c'est suite au coup d'État. Moi, je revenais du collège du 26 octobre 1972, que notre pays a pris, je peux dire, conscience, c'est-à-dire s'aligner par rapport aux pays de l'Est, comme la Chine, la Russie, et le Cuba, ainsi de suite. Donc là, les militaires qui ont pris le pouvoir après avoir géré 2 ans durant, le gouvernement militaire révolutionnaire, ont maintenant écrit un discours programme. Et il y a une proclamation de la République, en tout cas notre armoirie, notre drapeau, tout et tout. Le drapeau même vert, jaune, rouge, ça a été changé. Ça est devenu un drapeau vert frappé d'une étoile rouge. Est-ce que vous voyez? Et nous avons pris autre option, le socialisme. Vous voyez, nous voulons faire comme les pays de l'Est. Donc on a changé même l'appellation de monsieur à camarade. Donc c'était camarade, on vous appelle camarade. Donc un peu partout, l'administration a changé. Et on enseignait l'éthique, le bon comportement dans la société. Est-ce que vous voyez? Même je me rappelle que le général allait de société en société, bien sûr, pour que les agents critiquent publiquement les responsables. Et tout le monde avait peur en ce temps-là. Et c'est vous dire que le pays a commencé à prospérer. Parce que moi, j'ai été recruté au temps de la Révolution. C'est vous dire que déjà à 19 ans, bien sûr, dans cette période-là, moi, déjà les années de 79, nous, on était déjà fonctionnaires. Donc, la Révolution a fait du bon chemin. Mais ce qu'on reproche à la Révolution, c'est la chasse aux sorcières. Oui, c'est-à-dire, quand vous ne sautez pas, vous n'êtes pas révolutionnaire. Mais ça a amené beaucoup de transformations. Moi, quand certains que nous avons vus dans le temps, qui ont géré des sociétés, quand on a vu certains qui ont fait la fuite, même revenir au pays et qui donnent le contraire, je crois que ce n'est pas intéressant. Il faut dire ce que vous avez fait dans le temps. Et maintenant, quand vous êtes à l'aise, et ce que vous pouvez faire pour les autres, c'est vous dire que dans le temps, il y avait eu création beaucoup d'usines.
la sucrerie et l'usine, la sucrerie de Savet, hein, la Sonafel de Natitengu, Cites de Lokosa, même l'huilerie de Palme, et l'huilerie de Palmida, ou bien on a beaucoup. Ça fait partie des sociétés qui ont été créées un peu partout dans notre pays, des fermes agricoles, ça et là. Est-ce que vous voyez des sociétés de transport avec des cars, hein, Sotramo, Transweme, Sotraz, Dartakura en avait, vous pouvez voyager facilement. Est-ce que vous voyez, tout ça avait été fait et tenté, et plusieurs créations étaient faites. Et déjà, je vous dis, il y avait la BCB, la Banque commerciale du Bénin, dirigée par des gens qui sont encore là. Donc, il y avait la Banque de développement, il y avait un peu de tout que ces cadres-là, dans le temps, avaient pensé et créé. Et il y avait du travail. Moi, je me rappelle, les gens ont mis plus de 40 000 à peu et dans l'administration. Les usines d'égrenage et autres, c'était à notre période. Je vous dis des fermes agricoles. Donc, des sociétés de commercialisation de produits agricoles. C'était créé ça et là. Des choses là. Il y avait des silos qu'il y avait au niveau de ces arrondissements, ces démembrements, arrondissements devenus encore arrondissements maintenant. On avait des choses là. La production était lancée. La production agricole s'était lancée et il y avait des chansons comme Adonaton Emingbeye, Bododo, Minan Legele, Sunu Dolile, Nyon Dolile, Mebiwe Fondo Glerogo, et ainsi de suite. Donc il faut voir, il y avait une révolution verte au Bénin où on a commencé, mais à cause de l'homme est devenu loup pour l'homme et les gens se sont mis à fuir. Et la révolution a fini par chuter. Les gens oublient tout ça. Et le mensonge, on ment contre l'autre, on ne veut pas qu'il reste. Finalement, ça a joué sur l'économie et on a fait banqueroute. Donc c'est là où on a dérouté. Sinon, on serait comme la Chine aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de visiter la Chine. J'ai eu la chance de visiter l'Amérique, la France, un peu partout aussi, dans ces pays occidentaux-là. Mais nous avons vu que ça a changé. Ça a changé. C'est vous dire que, à partir de 1972, notre pays a pris conscience. Et on savait qu'il fallait développer ce pays. Et tout le monde, dans les écoles, on enseignait l'école nouvelle que l'UNESCO a financée. École nouvelle, unité de production, dit quand l'enseignant rentre dans la classe, il y a un responsable qui se lève, dit école nouvelle. Vous répétez unité de production. C'était un slogan. Mais bien sûr, à la faveur où l'homme est devenu loup pour l'homme et les gens se sont mis en exil, on a commencé à visser, bien sûr, le robinet. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Ouémé, par exemple, c'est le premier producteur de soda, de palmier à huile. L'Ouémé, c'est le premier producteur de maïs dans le temps. Donc, personne ne peut dire le contraire. Parce que moi, je suis du développement rural et on avait étudié tout ça. Mais les gens sont finis par visser la révolution et qui ont vissé. C'est toujours l'extérieur. Et l'usine d'Avrancourt, l'huilerie d'Avrancourt, l'huilerie de Gbada, l'huilerie d'Arhozon, ça a fini par disparaître parce que le marché était fermé à cause de la révolution. Et c'est la Côte d'Ivoire qui vient chercher, et bien sûr, ici, et nos palmiers à huile, c'est la Malaisie. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver même quelque part où il y a une grande usine où Dahomey était marqué là-dessus. Donc, c'est vous dire qu'il y avait prise d'initiative. Puis je vois certains jeunes sur les réseaux, au lieu de faire quelque chose, ils ne font qu'injurier tout le monde, ils disent des choses. Non, les aînés ont travaillé. Et ceux qui sont là savent cela. Parce que certains en ont profité. Merci à vous, honorable maire. Merci de nous rappeler l'histoire. Et quand on prend cette période
d'il y a très longtemps à cette période où nous vivons, peut-être, je dirais peut-être, avec la gestion comparable à la gestion du président Patrice Talon, qui peut-être peut sembler être la même chose. Non, ça ne peut pas sembler la même chose. Moi, je vous avais dit, de 1972, Non, quand on durant 1972, durant durant 17 ans, puisque la révolution a fait 17 ans avant la banqueroute. Donc, il y a eu les mauvais comportements qui ont abouti. Et puis, d'abord, je vous ai parlé de la mauvaise gestion et également de la chasse à l'homme. À l'homme. Et c'est ça qui a fait que des gens de l'excès. Vous savez qu'il y a eu une agression, non? Absolument. Hein? Ou des agressions. Moi, j'étais sorti avec ma machette. Croyant faire quelque chose, j'ai barré la voie qui traversait, goudronnée qui traversait. Et quand on arrêtait les gens, même les assistants français et autres, les gens marquaient d'arrêt où on prenait tous les blancs qui étaient au pays en ce temps-là. Moi, j'ai été révolutionnaire. Donc, je vous ai dit, je ne suis pas d'accord par rapport à ceux qui ne restituent pas l'histoire. Beaucoup de choses ont été faites. Les usines de grenades, là. Mais c'est au temps de la Révolution que plusieurs ont connu la chose là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je dis maintenant par rapport à la gestion actuelle. Vous savez, nous avons quitté là, Soglo est venu. Soglo, il a essayé de redresser le pays après la banqueroute, bien sûr, de la Révolution. Après Soglo, bon, comme toujours, nous ne nous aimons pas. On a essayé quand même de le renverser au lieu de qu'il fasse son second mandat. Il est parti. Après Soglo, Kérékou est revenu parce que les gens ont vu qu'encore autant de Kérékou, c'était mieux qu'autant de Soglo. C'est sûr, non? Et les gens ont ramené Kérékou. Donc Kérékou a essayé de rétablir la démocratie, où l'homme ne peut plus être loup pour l'homme. Est-ce que c'est clair? Et je crois que ça a fait, et l'armée, bien sûr, a prêté serment de ne plus faire de coup d'État. Et je crois que ça a permis à Soglo et à Kérékou, je dis, de faire encore 10 ans. Ça lui fait 17 plus 10 égale 27 ans. Donc, après lui, et je crois que c'est Yahi qui est arrivé et qui a un grand cadre de la banque. La BOAD, voilà, où les gens se l'ont aidé. Donc, il est revenu au pouvoir et a fait son temps. On ne peut pas dire que ceux-là n'ont rien fait. Le pays est en train de progresser. Il est en train de progresser. Mais ce que je regrette, c'est cette révolution qui avait échoué. Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on dit, le président Kérékou l'avait dit et l'avait vulgarisé. L'éthique, on avait tout dit. Mais dites-vous que l'homme est souvent compliqué en choses là. Il faut rester dans un redressement permanent. Puis vous pouvez être révolutionnaire, ceux qui vous entourent, s'ils ne sont pas révolutionnaires, vous prenez des initiatives, ils vous mettent de bâtons dans les roues. Ils vous mettent de peau de banane là. Est-ce que vous voyez? Puis moi, j'ai géré durant 17 ans, 4 mois, je sais ce qui est arrivé. Est-ce que si on cherche même à vous tuer si vous ne savez pas faire, c'est ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc j'ai de l'expérience dans ce domaine. Maintenant, revenons à votre dernière question où vous dites la rupture par rapport à ce qui s'était passé. Et est-ce qu'il n'y a pas de différence de la gestion du président? Est-ce qu'il n'y a pas de similitude? Oui, il n'y a pas de similitude. Bon, c'est vous dire que tout ce qu'on entend, c'était déjà entendu. Plus des gens devaient rendre gorge, nous avons entendu ça, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on apprend, c'était déjà appris. Donc, et nous, en vulgarisation, c'est voir pour croire. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir.
il y a beaucoup de prises d'initiative. Et c'est pourquoi nous adhérons à cela. Il y a beaucoup de prises d'initiative. Les infrastructures routières, par exemple, vous savez, si vous devez quitter maintenant le pont à l'entrée de Porte-Novo pour venir, pour traverser, aller jusqu'à Poubert, c'est des problèmes. Donc, mais aujourd'hui, c'est réglé. C'est réglé, mais il reste à faire parce qu'il y a le tronçon Akrom-Isreté-Pédécor qui est totalement dégradé. Il est vrai que le gouvernement a programmé cela. Est-ce que vous voyez? Il y a le tronçon, bien sûr, Porto-Novo-Igolo, c'est totalement dégradé. Le gouvernement a prévu cela. Il y a d'autres projets de l'OME, bien sûr, qui restent. Il faudrait que, effectivement, dans le PAG2, que ça devienne une réalité pour, bien sûr, mon département, sinon même pour le pays. Puisque on parle de Porto-Novo, c'est la capitale du Bénin. Donc, plusieurs choses sont prévues à Porto-Novo, les marchés de Wando, de Gbegor, les marques. Donc, il faudrait que ça soit réel pendant les 4 ans-là. Et que, aussi, l'Assemblée qui sera délocalisée, qui est déjà qui est en cours d'être de légalité, quand ça devient une réalité, waouh, je crois que le président Talon... Sans oublier le deuxième pont. Voilà, le président Talon sera célébré, bien sûr, au Bénin et particulièrement dans notre département. Et c'est pourquoi nous adhérons, bien sûr, à ce qui se fait aujourd'hui. Puis vous savez que je suis d'un parti politique. Nous allons y revenir. Voilà, c'est pourquoi notre leader charismatique, Mbedi Adrien, et nous adhérons au PAG2 et nous devons soutenir et pour que ces choses-là se réalisent, bien sûr, dans notre département et pour le bonheur de tout le Bénin. Moi, je ne suis pas régionaliste, je ne suis ni raciste. Je sais que le Bénin est un et indivisible. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Mais que chacun ait sa part. Absolument. Mais vous avez suivi l'actualité ces derniers jours par rapport aux réformes sur le bail à usage domestique. Vous, en tant qu'ancien maire, comment voyez-vous cette initiative? Non, l'initiative est salutaire. Parce que, vous savez, hein, les choses là, les locataires subissent, bien sûr, des brimades de la part et de choses là. Ils subissent des brimades de la part et de ceux des propriétaires, je voudrais dire. Donc, il fallait quand même une loi pour réglementer, tout ce qui se fait dans ce domaine. Ce serait une grande joie puisque les locataires sont les plus nombreux. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre maison quand vous êtes fonctionnaire, avec votre maison quand vous êtes homme d'affaires. Si votre champ d'affaires, c'est à Cotonou, il faudrait quand même qu'on puisse vous faire cela. Vous pouvez vivre sans que les frais de loyer ne soient un fardeau pour l'homme. Donc, on ne pourra que tirer un coup de chapeau pour le gouvernement. Merci à vous, honorable maire. Dans ce même cadre, les réformes au cours de cette semaine, nous avons suivi que désormais, j'en oublie, c'est les attestations, voilà, de résidence ne sont plus du ressort des chefs quartiers. Vous, en tant qu'ancien maire, est-ce que c'est faisable? Bon, je crois que c'est faisable, puisque la NIP a déjà enregistré tout le monde. Mais ce que je pouvais souhaiter, il faudrait une fiche de renseignement. Parce qu'il faudrait une fiche de renseignement sur les citoyens. Parce que nous, à notre temps, ce qu'on a vécu, c'est que des Nigériens viennent au niveau de nos chefs quartiers pour se faire délivrer ces actes. Ce que nous avons constaté aussi, des gens viennent d'ailleurs avant de se faire incorporer dans l'armée. Vous n'êtes même pas de ce village-là ou de cette commune. Vous allez voir les chefs de village qui vous délivrent et bien sûr ces actes.
Mais s'il peut aussi avoir une fiche de renseignement, et ce serait bon. Bon, toujours est-il que dans le domaine de l'état civil, on ne maîtrise jamais tout. Est-ce que cette décision ne consiste pas à... Est-ce que la décentralisation n'est pas mise un peu à mal parce que les citoyens ne sont pas tous instruits pour se faire enregistrer, pour faire ces demandes en ligne? Non, je crois que si vous avez votre RAVIP, oui, si vous faites des choses à recenser, on doit vous retrouver dans la base de données. Là, c'est clair. Si maintenant aucun citoyen ne se fait recenser, mais c'est que vous n'êtes plus béninois. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez votre RAVIP, c'est facile de demander en ligne. Les gens vont vous dire, là, vous habitez. Mais ce qui est compté, c'est qu'en temps, si vous changez de domicile, qu'est-ce qui allait se produire? Est-ce que certainement c'est dans ce sens, dans ce sillage que le gouvernement a proposé que pour déménager désormais, il faut le faire signaler à la commune sous week-end? Voilà, c'est tout ça là, on avait essayé parce que moi, j'avais bien sûr, dès mon installation en 2000, et bien sûr 3, et commencé, on a installé une carte de recensement des immigrants et puis un registre. Donc un ministre était venu même apprécier cela, où nous devons connaître le nombre de Ibo, le nombre d'étrangers chez nous. Quand vous venez, il y a une carte, on vous établit une carte et on a le registre. Si les gens, ça peut être, si les gens continuaient, vous allez avoir un registre au niveau de la commune d'Accra-Missirité, où on appelait CRI, carte de recensement des immigrants. Donc j'avais instauré une carte comme ça. Et ça, c'est par rapport à l'insécurité. Parce que ceux qui viennent s'installer dans nos localités, en tant que chargé de la police administrative, mais chargé de la police administrative, vous devez les connaître. Et là, par rapport à ça, les gens auront peur. Parce qu'il y avait des renseignements que vous devez donner. Vous êtes qui? Vous provenez d'où? Si en cas de qu'est-ce qu'il y a, il faut s'adresser à qui dans votre pays? Est-ce que vous voyez ça? Parce que on ne maîtrise pas la carte de séjour. Parce qu'on n'en délivre pas. On devait... Est-ce qu'il ne faut pas en arriver là? Parce que dans d'autres pays, ça se fait. Si déjà on est éprouvé par l'insécurité, nous devons bien sûr imposer la carte de séjour à tout citoyen, même de la CEDEAO. Si on parle de libre circulation des biens, des personnes, on n'a pas parlé de libre séjour dans les pays. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui mettent à mal la sécurité, ils viennent d'ailleurs. Et dans nos quartiers, vous les retrouvez, ils louent, et ils sont dans les cybercriminalités, et c'est des disparitions des enfants et autres qu'on constate. Donc, si effectivement nous voulons avancer, il faut imposer, il faut instaurer la carte de séjour et il faut rendre ça dynamique. Il y a des bases de données qu'on peut léguer, et bien sûr, aux maires, responsables de la sécurité aussi au niveau de leur commune. Et pour comprendre ceux qui viennent là, et avec ces bases de données, il doit avoir une liaison avec la base de données centrale. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est nécessaire, on doit imposer la carte de séjour à tout citoyen relevant de la CEDEAO. Vous voulez mener une affaire ici, on doit vous donner une autorisation que vous allez renouveler chaque fois. Mais quand tout le monde rentre, tout le monde loue, et les gens sont peut-être des armes qu'ils cachent, sans qu'on le sache. Mais l'insécurité deviendra ambiante. Donc, il revient aux autorités centrales de discipliner cela, d'organiser tout ça. C'est ce que moi je pense. Et c'est ce qui est en train d'être fait certainement. Bon, oui, mais on a besoin quand même de prendre de conseils au moins des gens qui ont plus d'expérience. Parce que moi, vous savez que... Comme un baobab. Ouais, vous savez que j'ai pris des mesures contre les cybercriminels. Ici, j'ai pris des mesures
contre les Hunos, certains Hunos, qui font des rituels humains. Est-ce que vous le savez? Donc, bon, je sais qu'il peut y avoir au niveau de certaines autorités des soldats avec et ceux-là, mais nous, on est résolument contre ceux qui peuvent immoler des hommes pour faire de soldats. Parce que moi, je connais le fétiche. Le fétiche, c'est les animaux comme moutons, porcs et autres là qu'on doit utiliser. Mais quand on fait de rituels pour devenir riche et puis on apprend ça à nos enfants, à des enfants qui vont commettre des crimes, ça et là, je crois que nous devons revisiter tout ça. Merci à vous, honorable maire. Vous avez suivi avec nous au courant cette semaine l'arrivée du chef de l'État français Emmanuel Macron qui a visité notre pays pendant 2 jours. Dites-nous, n'est-ce pas notre diplomatie qui est en marche? Oui, là c'est clair. Et il faut coopérer. Est-ce que vous savez, il faut coopérer parce que si on a des difficultés de fabriquer des armes nous-mêmes et que par la coopération, nous devons avoir des armes pour combattre l'insécurité, ceux qui se font armer encore plus que nous, je crois que cette coopération était nécessaire. Au-delà des chantages que moi je suis sur les réseaux où les enfants écrivent de n'importe quoi, mais ils n'ont qu'à comprendre que la perte d'une vie humaine devait être déplorée. Parce que ce sont nos frères qui tombent là-bas sous les armes de ces terroristes. Donc, si nous pouvons coopérer avec tous les pays au monde pour avoir d'armement et neutraliser, mettre hors d'état de nuit tous ceux qui sèment du terrorisme. Je ne sais pas pourquoi on tue gratuitement des gens au Togo, au Mali, au Bénin, au Burkina. C'est pourquoi? C'est pour avoir quelle richesse on fait ça. Donc, c'est du terrorisme gratuit. Hein, on fait couler du sang. Là où on fait couler du sang gratuitement, Dieu n'est plus là. C'est le diabolisme qui s'installe. Donc, si on peut coopérer pour équiper mieux nos militaires et aller sur ce champ de théâtre, et moi, c'est la bienvenue. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer en arrière. Nous ne pouvons plus nous rappeler du passé toujours, parce que quand vous vous rappelez cela, ça vous fait rebeller. Mais on avait parlé de pardon depuis la nuit des temps. Donc, les Blancs, certains Blancs ont demandé pardon. Donc, je crois que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, pourvu qu'il se repentisse. Moi, je suis dans une dynamique de coopérer avec tous ceux qui peuvent nous aider à identifier ces forces hideuses qui peuplent aujourd'hui notre continent. Merci à vous, honorable maire Michel Minapon Baon. Tout récemment, vous avez appris, nous tous, la démission du professeur Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle. Dites-nous, vous, en tant qu'acteur politique, comment entrevoyez-vous cette démission? Non, vous savez, Maître Diogbenou, mon président, puisque quand à la 7e législature, j'étais son vice-président. Donc, Maître Diogbenou, mon président de cette commission-là, des lois, bon, c'est quelqu'un, un grand cadre qui connaît la loi. Et c'est quelqu'un de ce pays qui a fait son expérience. Nous le connaissons très bien, mais il a fait une conférence de presse. Nous ne devons que nous fier à cette conférence de presse. Toujours est-il qu'il a dit qu'il veut faire la politique. Et s'il veut faire la politique, vous l'avez vu, il a joint l'acte à la parole. Et il est devenu du coup président de l'Union progressiste. Donc, je crois que je ne peux que lui souhaiter bon vent et pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire de la politique, d'avoir une opinion. D'avoir des ambitions. Des ambitions, d'avoir une opinion contraire à votre opinion. Idéologie. Voilà.
Donc, c'est ce que je pense. Merci à vous. Mais dans cette démission, on a tout fait de faire des supputations, de voir votre président, votre leader charismatique, Maître Adrien Ngwedji, beaucoup ont tout fait de l'envoyer à la Cour constitutionnelle. Vous qui êtes proche de l'homme, dites-nous, est-ce que c'est possible ou... Non, vous savez, les supputations font bon train. Et moi, jusque-là, étant proche du président, et il ne nous a jamais dit qu'on lui a proposé un poste à la Cour constitutionnelle. Jamais. Il ne nous a jamais dit ça. Donc, mais on ne peut pas refuser les supputations. Nous sommes dans une république et chacun a son opinion. Et l'opinion peut être diversifiée. Et si cette opinion arrivait qu'on voyait ça, et que ça arrivait? Bon, vous savez, comme je vous disais, moi, c'est voir pour croire. Donc, je ne peux pas faire de supputation et je ne peux pas dire que j'attends que cela arrive. Donc, je ne peux, puisque je ne suis informé de rien. Donc, les supputations, donc à continuer. C'est quand vous allez voir. Quand je vais mettre la main dedans comme Thomas, que je dirais que... Il est ressuscité vraiment. Voilà. Voilà, nous allons continuer dans ce sens. Le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, dont vous êtes membre. Dites-nous, quels sont actuellement vos... nous le savons tous, vous êtes membre actif, vous soutenez les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Dites-nous, comment ça se passe, cette collaboration avec le président Patrice Talon? Je vous remercie pour cette remarque, pour toutes les remarques que vous avez eu à faire par rapport à notre collaboration avec le chef de l'État. Donc, c'est vous dire que depuis 6 ans, donc, nous avons toujours soutenu le chef de l'État et nous avons eu des responsables au niveau supérieur qui ont été appelés par le chef de l'État pour travailler. Donc, la belle preuve, avant les élections présidentielles Talon 2, et le chef de l'État était, bien sûr, à notre assemblée extraordinaire, où on devait, bien sûr, et prendre... Désigner votre candidat. Voilà, prendre la décision pour désigner ou soutenir un candidat. Donc, le chef de l'État est resté avec nous. Et nous avons porté notre choix sur lui. Je crois que vous avez vu tout le monde, et tout le monde était à la bataille. Donc, nous avons travaillé, et je crois que le chef de l'État a été élu. Et il nous a récompensé. La récompense est qu'aujourd'hui, il y a des cadres, bien sûr, du PRD, qui sont positionnés un peu partout. De la décentralisation jusqu'à la vice et Chauda. Au niveau à la chancellerie, nous avons un vice Chauda là, qui est un vice-président qui est là. Donc, c'est vous dire que nous sommes avec le président de la République et par rapport aux promesses qui nous a été faites, et nous sommes en train de travailler sur le terrain. Nous sommes en train de travailler sur le terrain pour reconquérir nos positions. Et nous avons pensé que nous sommes dit que nous étions le premier parti politique du Bénin, ayant donné déjà une fois 19 députés à l'Assemblée. Et progressivement, il y a eu de mécontentement où certains nous quittent. Mais nous avons pensé qu'il faut revoir cela, qui est réconciliation, pour que, ensemble, nous arrivons à reconquérir nos positions jadis perdues. Et là, c'est vous dire que nous travaillons de jour comme de nuit pour reconquérir nos positions. Et c'est ça que nous avons baptisé la remontada. Donc, une équipe... C'est le brassard contre le Real. Voilà, une équipe qui avait été gagnée 3-0 et vient sur l'équipe qui a déjà tout perdre. Tout perdre
est revenu encore au score et a marqué le 4e but. C'est important. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là. Je dis, bon, il y a certains qui n'ont pas encore compris que nous sommes en train de travailler sur le terrain et ils croient que avec le score passé aux législatives là, que ça les contente. Donc je crois que le 8 janvier prochain, on verra qui est qui au niveau de l'Assemblée. Mais nous sommes là pour soutenir le chef de l'État. Le chef de l'État. Justement, dans ce sens, honorable maire, les enjeux du 8 janvier, comment ça se prépare? C'est vrai que il y a des choses qui se passent. Tout récemment, on vous a vu lors d'un grand meeting dans votre commune. Comment ça se passe concrètement? Et vous savez, il y a un adage qui dit en Tori, ni d'avant on l'a atteint ça, on m'a kébéré. Ça, c'est clair. Bon, on a fait une démonstration. Puis certains disent le PRD, c'est fini. Le PRD, donc, c'est pourquoi on a fait cette démonstration. Et c'est partout, dans toutes les communes du Bénin, c'est partout, dans tous les départements, les 12 départements. Donc, et nous sommes en train de travailler pour que nous puissions reconquérir notre position. Et nous faisons partie des vrais acteurs qui œuvront pour que notre position soit désormais reconnue au niveau de l'Assemblée. Honorable, mais beaucoup de langues disent que le PRD aujourd'hui risque de ne pas avoir les 10%. Bon, pour moi, je renvoie les gens aux législatives de 2019. Quel parti avait 10%? Donc, point d'interrogation. C'est ça la question que je pose. Donc ici, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Il y avait l'UP et le BR qui avaient les 10%. Non, laisse. Je dis, il faut mettre 10%. On est allé à la Cour constitutionnelle, vous savez. Mais ce que nous savons, c'est que le PRD, il n'y avait pas encore. 10%. C'est ce que je veux dire à mes amis d'en face. Ils n'ont qu'à travailler sur le terrain et laisser le bavardage. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a près de 75% qui n'avaient pas voté. S'ils ne le savent pas, ils n'ont qu'à faire une analyse. Est-ce que vous voyez? Donc, il reste encore, dans 75%, il y a combien de 10%? Donc, il ne faut pas qu'il amuse la galerie. Le pays, c'est pour nous tous. Ils doivent le savoir. C'est pour les 75% qui restent. Nous, on n'était pas aux élections. On a préparé les dossiers. Et puis, il y a eu un mal-donne quelque part. Et nous n'avons pas participé. Et vous avez eu la chance d'occuper l'espace. Mais les résultats que vous avez donnés, vous pouvez l'analyser. Il faut qu'ils cessent de nous embêter. Les 75% là, aucun parti n'aura 10% dedans. Absolument. Oui, donc le pays, c'est pour nous tous. Et il faut commencer à se remettre en cause par rapport à 2019. 2019, c'est déjà passé. C'est passé. Actuellement, regardons en face de nous et savoir que les gens n'étaient pas sortis totalement pour aller voter. Est-ce que vous ne craignez pas, avec la restructuration de l'UP, avec le BR en place, n'en parlons pas, les FCBE, les démocrates qui sont toujours là, est-ce que la bataille ne risque pas d'être vraiment dure sur le terrain? Nous, au PRD, on est habitué à tout. Est-ce que vous le savez? Les élections de présidentielles ont été volées au moins 2 fois dans ce pays. Oui. Est-ce que le PRD était échaudard? Est-ce que vous avez vu le PRD amener des troubles à l'ordre? Mais je crois que le Pacifique, c'est Adrien Oubedi. Il y avait certains parmi nous qui pouvaient revendiquer. Mais chaque fois, quand on veut se soulever, il nous dit non, ne faites pas. Je crois que le pays, c'est pour nous tous. Et que
les élections devaient être inclusives. Hein? Est-ce que c'est clair? Et chaque parti politique devait s'exprimer. Je crois que c'est ça qui fait la démocratie. C'est ça qui fait l'avancement d'un pays. Les faibles aussi ont droit à la parole. Les plus forts ont droit à la parole. C'est ça qui fait la paix dans un pays. Et nous devons savoir que nous devons maintenir la paix dans notre pays, bien sûr, en respectant les textes que nous obligeons les autres à respecter. Est-ce que c'est clair? Donc, il ne faudrait pas que les esprits malins restent là pour croire que chaque fois, on peut faire de n'importe quoi et que c'est les autres qui vont en souffrir. Donc, les autres aussi représentent bien sûr quelque chose dans ce pays et peuvent apporter leur pierre à l'édifice de notre nation. Donc, respectons les lois dont nous sommes dotés pour qu'il y ait la paix. Et quand il y a la paix, tout le monde travaille et vous avez le pain. Et quand le pain est dans la pauvreté, on soustrait bien sûr le pain. Des gens disent Antori, ni Rouvetron Yamelo. Donc, essayons avec la paix à soustraire bien sûr la faim de la pauvreté. C'est ce que tout le monde veut. Et nous serons bien sûr en paix. Alors, donc vous ne redoutez pas une élection dite exclusive à votre niveau? Moi, je crois au chef de l'État qui a dit que les élections seront inclusives. Et ça, c'est pour la paix. Donc, moi, je veux la paix. Que notre pays soit un pays de paix. Que notre pays reprenne, effectivement, qu'on est en train de le faire, mais son développement. Mais tant qu'il n'y a pas la paix, nous ne pourrons pas évoluer. Sans la paix, pas de développement. Oui, sans la paix, pas de développement. Donc, il faut que la paix arrive. Comme on a déjà le chef de l'opposition, que ça soit vraiment totalement concrétisé. Et moi, je sais qu'avec les prochaines élections, il y aura la majorité du côté où il y a la paix. Merci à vous, honorable. Nous tendons vers la fin de cet entretien avec vous. Pour ces 62 ans d'anniversaire de notre accession à l'indépendance, le chef de l'État a inauguré trois statues, 3 monuments, Bioguera, la reine et puis j'en passe. En tout cas, 3 monuments. Dites-nous, comment voyez-vous cette initiative du chef de l'État qui veut redorer le blason touristique du Bénin? Non, c'est une belle initiative parce que vous savez que pour qu'un pays évolue, son tourisme doit être amélioré. Est-ce que vous voyez? Pour qu'un pays évolue, son artisanat doit être amélioré. Et il en est des autres. Donc, avec ces statuts, des gens vont quitter d'autres pays, ils viendront et ils vont connaître. Et pourquoi on a ici cette statue-là? Des gens peuvent être formés, des jeunes peuvent vous trouver à faire parce qu'ils sont là, avec la documentation. Et quand vous venez, ils vous donnent des explications. Et dans les autres pays, vous savez que nous allons payer d'abord avant de venir regarder. Donc, c'est des choses qui attirent. Et c'est des choses nécessairement qu'il faut représenter dans les autres communes aussi. Est-ce que vous voyez? Dans la commune d'Aprom, c'était pas. Oui, il faut le faire. Ici, il faut représenter. La commune d'Aprom, c'était à une histoire. Est-ce que vous voyez? La chose d'Achoupa, ça a une histoire. Vous savez, je suis allé retrouver un trône et parmi les choses à ramener,
les objets royaux, les objets d'art royaux ramenés. Vous savez que ça fait près de 40 combien d'années que le Nigeria nous a construit une voie à la voie qui quitte Porto Nouveau pour Igolo. Ça doit être autant de Gowon ou bien quelqu'un là. Mais au niveau de la cité Dakar, vous savez, moi je suis d'une royauté, il y a un trône au carrefour là. Mais c'est semblable à ce que je suis allé voir au palais de la République. Les gens n'ont pas fait la remarque. Donc, où est-ce qu'on est allé retrouver ce trône-là? Et c'est implanté là. Il faut voir au carrefour, bien sûr, en déviant vers la mairie d'Avrancourt. Il y a ce trône qu'on a retrouvé, ramené de la France. On a retrouvé ça. C'est immortalisé là depuis la nuit des temps. Donc, ça a symbolisé qu'à Avrancourt, il y avait quand même un royaume, le royaume des Toris, de Toribo, tout là. Il y avait quand même un symbole qui dit que vous arrivez à la cité, bien sûr, des Djaka, à Achoula. Donc, vous pouvez aller filmer ça et présenter aux gens. C'est au carrefour là. C'est semblable. Ou bien vous n'êtes pas parti à Achoula. Je suis Djaka. Ah bon, donc vous irez voir ça à Avrancourt. Ce qu'on a retrouvé, qu'ils ont ramené de la France là, c'est déjà à Avrancourt depuis plus de 45 ans. C'est là. Donc, où est-ce qu'on est allé retrouver ça? Donc, il y a aussi des amulettes qui restent. Les Français doivent nous restituer ça. Le doux combat d'Achouba, ce sont nos parents. Ce sont les Djaka. Donc, les gens, comme on arrive à voiler l'histoire des autres, les gens arrivent, c'est un combat où nos parents plusieurs ont péri là aussi. Et ils ont eu à ramasser les amulettes que les nôtres ont utilisées. Mais le dur combat d'Achouba, c'est entre nous aussi. C'est entre ceux qui égorgeaient, bien sûr, égorgeaient les gens, se prenaient le sang pour aller fabriquer, pour pétrir, non, pour pétrir la terre, pour monter de murs, de remparts. C'est là, mais les gens n'ont jamais restitué ça. On a parlé simplement, on a parlé simplement du doux, on a parlé simplement du doux combat d'Achouba. Mais ce sont les nôtres, les Djaka, qui ont combattu là, avec des amulettes. Il est arrivé où on a hissé des choses là, des épouvantails là. Vous les connaissez, on appelle ça Khedjouri. On a habillé et les ennemis ont tiré sur ces choses-là. Quand ils ont fini, là où il y a eu combat avec machette et autres, là, toutes les choses là ont été tranchées. Bon, on sait, les gens, au fait, ils ont oublié là. C'est un lieu sacré qu'il faut réhabiliter. C'est à Achouba. Et moi, le palais royal de Toliholu Djaka, à Fovo, est dans ce village de Vodénou. Mais on ne trouve jamais ces noms-là. Merci à vous, honorable. Mais un mot pour conclure cet entretien. Non, ce que je voudrais lancer à l'adresse de la jeunesse, c'est ceci. Après le 1er août 1972 après le 1er août 1972, il faut savoir que notre pays était instable avec des coups d'État. D'accord? Après cela, le coup d'État du 26 octobre 1972, c'est le militaire Mathieu Kérékou, qui fut président de la République, qui est venu faire 17 ans, où on avait une autre option socialiste. Et après cela, je crois que Soglo est venu faire 5 ans. Et quand Soglo est parti, Mathieu Kérékou est venu faire également 10 ans. Après Mathieu Kérékou, c'est Yaïbouni qui est venu faire 10 ans. Et aujourd'hui, depuis 6 ans, c'est le président Talon qui est à la tête de ce pays. Mais c'est vous dire que tout le monde a travaillé pour le développement du pays. Aujourd'hui, je crois que le travail qui a été fait, on est en train de travailler plus que ce qui a été fait et qu'on reste dans cette dynamique. C'est ce que je veux dire à la jeunesse. Mais
il faudrait qu'on commence à réfléchir parce que il faut des hommes nouveaux. Et des hommes nouveaux, c'est à partir même du ventre de la maman ou du CI qu'il faut commencer à leur enseigner le droit. Est-ce que vous voyez? À leur enseigner le travail, à leur enseigner le respect des textes de la République. Bien sûr, à leur dire que c'est le travail qui est libérateur. Il ne faut plus attendre quelqu'un quand vous sortez de l'école avec de diplôme. Vous pouvez devenir votre propre entrepreneur. Vous devez entreprendre. Et le combat qui nous reste à mener maintenant, c'est vous dire que nous devons faire la coproduction de la sécurité. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on est attaqué au nord, nous devons faire la coproduction. La coproduction, tout citoyen doit se lancer dans des renseignements. Et les maires doivent connaître ceux qui habitent chez eux. Ça, c'est la police administrative. Et je crois la coopération avec l'étranger, nous devons continuer. S'il faut des drones pour qu'on arrive à surveiller notre territoire, pourquoi pas? Les autres nous dépassent un peu et vous dites que c'est peu. Où est-ce qu'on était pour qu'ils nous dépassent un peu? Donc je crois que nous devons, les jeunes doivent adoucir leur langage en cherchant à travailler, à produire de richesses pour se nourrir. Ne jamais attendre les gouvernants. Pour les gouvernants viendra, mais ne pourra jamais satisfaire tout un chacun de nous. Donc, jeunesse au travail productif. Merci à vous, honorable Michel Minampon-Baon. C'est sur ces mots que vous avez adressés à la jeunesse que nous allons mettre un thème à cette émission, entretien. Merci à vous de nous avoir accordé ce temps chez vous dans cette verdure. Merci à vous. Ensemble avec l'ancien maire de la commune d'Appro, Michel Rété, ancien député de la 7e législature, nous avons décrypté l'actualité ici. Nous avons parlé beaucoup de choses. On retiendra que le PRD reste partie intégrante de l'action du chef de l'État, accompagne résolument le chef de l'État. C'est ce que nous pouvons retenir de cet entretien. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de Royal TV Bénin. Merci à vous de nous suivre un peu partout. Merci et très bonne fête d'indépendance à chacun et à tous.